Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette session Mythes et Expertes du 114e Congrès français d'urologie. Cette session aura pour thématique l'urologue de demain, responsabilité sociétale et environnementale. Alors vous vous demandez certainement pourquoi cette thématique. Les laboratoires Pierre Fabre soutiennent depuis de nombreuses années l'affût au travers de thématiques liées à votre pratique médicale et principalement ces dernières années aux évolutions futures de votre pratique. Par exemple, lors des précédents symposia, nous avions abordé le big data, le deep learning, l'intelligence artificielle, la téléchirurgie. Toujours dans cette projection de votre future pratique, l'aspect de responsabilité sociétale et environnementale, donc RSE, prend une part de plus en plus importante. Cet aspect RSE ne concerne pas seulement les entreprises, mais également les sociétés savantes et aussi votre exercice médical. Finalement, les révolutions médicales, les révolutions technologiques ne se feront certainement pas au détriment de l'aspect de la responsabilité sociétale et environnementale. Pour vous apporter quelques éclairages sur ce qu'est le RSE, vous allez assister dans une première présentation par Madame Delphine Prosman-Cayotte à ce que sont les grandes lignes de la démarche RSE avec quelques exemples qui ont pu être mis en application au sein de notre entreprise. Dans la deuxième partie, le professeur Franck Bladoux du CHU de Bordeaux vous montrera, chiffre à l'appui, quelques exemples pratiques et pragmatiques dans votre exercice de l'urologie, que ce soit en cabinet ou au bloc opératoire. Je vous souhaite une excellente session et je vous remercie de votre attention pour cette session à distance. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Delphine Cayotte-Prosman, je suis responsable de projet au sein d'un département Green Mission Pierre Fabre qui a été créé en mars 2019. Donc je suis très heureuse de partager ce moment avec vous et donc nous allons pouvoir partager un certain nombre d'informations, notamment sur la RSE. Donc sur le sommaire, donc on va voir qu'est-ce que la RSE dans un premier temps, comment cette démarche se traduit-elle pour le groupe Pierre Fabre, quelles sont les actions que nous avons déjà menées et quels sont les axes d'amélioration par rapport à notre responsabilité individuelle et collective, puisqu'effectivement, chacun a un rôle à jouer en tant qu'éco-citoyen. Donc, je vous parlerai de la stratégie climat, du bilan carbone, et puis on détaillera un certain nombre d'éco-comportements que tout un chacun on peut mettre en place déjà au niveau personnel, mais aussi professionnel, puisque l'idée, c'est d'avoir une continuité dans ces éco-comportements. Donc, qu'est-ce que la démarche RSE? La définition de la RSE, c'est donc la responsabilité sociétale des entreprises qui regroupe l'ensemble des pratiques mises en place par ces entreprises afin de respecter les principes du développement durable. Il y a une norme, la norme ISO 26000, qui définit la RSE comme étant la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur à la fois la société et sur l'environnement. Et cela se traduit par un comportement transparent et éthique qui contribue au développement durable, qui prend en compte les attentes des parties prenantes, qui respecte les lois en vigueur et qui est intégré dans l'ensemble de l'organisation. Donc ça, c'est vraiment la RSE au sens très large, donc l'aspect sociétal. On a trois piliers de la RSE, l'aspect social, environnemental et économique. Donc c'est autour de ces trois piliers qu'on va pouvoir analyser une démarche RSE d'une entreprise. Le côté social est intégré dans le côté sociétal, puisque derrière le côté social se cache plutôt les relations interindividuelles et donc toute la démarche des ressources humaines associées à cela. 6 questions centrales composent la RSE, donc cette norme ISO, elle intègre les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, le respect de l'environnement et de la biodiversité, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et le développement des communautés. Pour vous montrer que l'ONU se base sur ces différents piliers de la RSE et a créé ses propres objectifs de développement durable, donc qu'elle a déclinés en 17 objectifs, mais qui sont issus de cette politique, de cette démarche RSE très globale. Donc on peut effectivement, pour chaque organisation, regarder par rapport à ces 17 objectifs de développement durable, comment nous on peut se situer, et si c'est des choses qu'on prend en compte peu ou pas.
Pour vous expliquer que cette démarche RSE, elle est reconnue par EcoCert 26000. La démarche RSE de Pierre Fabre est reconnue par EcoCert 26000, puisque nous avons souhaité nous faire évaluer par cet organisme de manière totalement autonome. Donc, il n'y a pas de certification. On est vraiment sur une évaluation que nous avons souhaité faire l'année dernière pour justement avoir un feedback sur notre démarche. Et on a eu une excellente nouvelle, puisque juste à cette première évaluation, on a eu un niveau d'excellence. Donc, c'est la première fois qu'une organisation de ce type, dans ce domaine d'activité et avec ce nombre de salariés, obtient dès la première évaluation ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en avant et chaque année, on va être réévalué. Donc là, on finalise l'évaluation 2020. Donc, des points forts ont été remontés. La vision originelle du fondateur, l'appartenance à une fondation, l'enracinement dans le sud-ouest et puis toute la capacité de travailler ces sujets depuis l'origine, en fait, du groupe. Et puis, on a bien sûr des axes d'amélioration sur lesquels nous travaillons via des feuilles de route sur les années à venir. Donc, cette démarche, elle a été identifiée, elle a été nommée, donc la démarche Green Mission Pierre Fabre. C'est donc une démarche transversale groupe qui va porter tout cet engagement qui est, je le rappelle, historique du groupe Pierre Fabre. C'est vraiment notre ADN. C'est une conviction, une dynamique, c'est vraiment un engagement éco-socio responsable pour innover durablement au bénéfice à la fois de la nature et des hommes et continuer à naturaliser nos activités en leur donnant toujours plus de sens. Donc, par rapport à ça, on a déployé cette démarche autour de 5 enjeux majeurs. Innover, protéger, respecter, garantir et engager. Donc, innover, on va effectivement s'inspirer de notre expertise végétale. Je vous montre un exemple de l'éco-extraction. Donc, c'est simplement ça a demandé 8 années de recherche pour mettre au point une technologie où on n'utilise pas de solvant, pas d'eau et on a la sève pure d'un extrait. Donc, c'est assez innovant et effectivement totalement éco-responsable. L'aspect protégé, donc bien sûr, on va essayer de réduire au maximum notre empreinte environnementale et on a intégré une démarche d'éco-conception pour nos produits. L'éco-conception des produits, on va agir sur un certain nombre d'activités, la biodégradabilité des produits rincés, augmenter la naturalité des formules, diminuer le nombre d'ingrédients, regarder comment se passe la fabrication de nos produits et travailler à l'allègement du poids des packaging. Autre chose qui est intéressant aussi, qu'on a mis en place il y a un certain temps, c'est la chaudière biomasse de Soile. Soile qui est une usine qui produit la majeure partie de nos produits dermocosmétiques. Et elle est alimentée en eau chaude et en chauffage par une chaudière biomasse qui elle-même est alimentée par des résidus de plantes qui viennent de notre usine d'extraction de Gaillac. Donc avec ces résidus de plantes, on vient alimenter cette chaudière et en parallèle, 60% de la consommation de gaz a été substituée par des énergies renouvelables sur cette usine de Soile. Respecter partout nos agriculteurs, nos fournisseurs. On a nos propres terrains en agriculture biologique. On va contribuer durablement au développement de certaines régions avec la mise en place de filières équitables. On peut aussi valoriser des coproduits, c'est-à-dire que le lin va être utilisé pour le BTP et nous, on va en utiliser le coproduit. Donc, au niveau des déchets, ça permet de limiter le nombre de déchets. Garantir la qualité des produits, sécuriser nos filières, aller sur les produits, la certification biologique. On a, comme je le disais, un peu moins de 200 hectares qui sont cultivés en agriculture biologique dans le Tarn puisque nous avons nos propres champs. Et enfin, engagé par le biais d'actions sociales et environnementales, donc notamment la Fondation Eczéma qui nous permet de financer des études cliniques et d'accompagner les patients sur la dermatite atopique, mais aussi l'engagement des collaborateurs via 3 associations. Donc, c'est intéressant peut-être de faire des partenariats avec des associations, soit sur Cancer at Work, qui est une association qui permet la réinsertion des personnes qui ont été marquées par un cancer dans le milieu professionnel, ou du respect de la biodiversité, par exemple, comme Envolvert, qui a des programmes de reboisement. Donc ça permet à chaque collaborateur d'aller vers une initiative et de donner un peu de son temps sur ce type d'engagement, soit plutôt social, soit plutôt sur la biodiversité. Et puis une note sur les insertions de travailleurs en situation de handicap. Là aussi, on s'engage puisqu'on a un taux d'insertion de 5%, alors que la moyenne est de 3,4%.
Vous voyez sur toute cette notion d'engagement, de stratégie climat qui est plutôt à l'horizon 2024-2025, donc des choses vraiment importantes pour le groupe et qui est totalement en ligne avec les accords de Paris et la COP 21, puisqu'on s'est fixé là-dessus pour travailler notre feuille de route carbone et travailler à nos objectifs de 15 à 30% de réduction en fonction de la consommation d'eau, des déchets, de la part d'énergie renouvelable, sur la réduction de nos consommations énergétiques ou de CO2. Quelles sont les actions qu'on a déjà mises en place et quels sont les leviers d'action pour améliorer notre responsabilité? Donc, comme je le disais, la stratégie climat, elle englobe beaucoup d'items et nous avons souhaité s'inscrire dans cette fameuse trajectoire plus 2 degrés qui a été définie lors de la COP 21 à Paris en 2015. Ce plus de degrés n'a pas été établi au hasard, c'est vraiment la limite maximale jusqu'à laquelle nous pourrons maintenir un minimum nos écosystèmes dans l'état actuel. Donc c'est vraiment, on ne pourra pas faire plus et on ne pourra pas continuer à vivre si on n'essaye pas de limiter au maximum cette hausse de la température. Donc, pour rentrer dans cette stratégie climat, le premier outil qui est important à mettre en place, à travailler, à regarder, c'est le bilan carbone. Le bilan carbone, c'est un premier outil à la fois de diagnostic et puis qui va nous permettre d'analyser la manière dont est répartie nos émissions pour identifier les leviers d'optimisation. Vous pourrez aller regarder, j'ai mis trois types d'applications où on peut effectivement travailler le bilan carbone, mais son bilan carbone personnel, parce qu'effectivement, je vous montrerai après le bilan carbone d'un Français en moyenne, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'il est censé être si on suit cet objectif de trajectoire plus 2 degrés. Donc, c'est très intéressant d'aller faire ce bilan carbone d'un point de vue personnel et de regarder là où on se situe et puis les axes d'amélioration sur différents items. Donc ce bilan carbone, on l'a regardé pour le groupe, on est en train de le décliner aussi pour les filiales, donc c'est vraiment, on peut le voir à différents niveaux. Comme je disais, c'est à la fois un outil de diagnostic qui va nous permettre de mieux analyser l'activité des organisations, mais aussi des particuliers, comme je le disais, par rapport à toutes les émissions directes et indirectes. Et ça permet d'être dans cette démarche d'amélioration continue. On a un résultat qui est exprimé en tonnes équivalent CO2, donc on a des niveaux d'équivalence, des facteurs d'équivalence qui permettent de mettre tous les postes sur un même niveau. Donc on va regarder l'énergie consommée, les achats et le transport de marchandises, les déplacements et puis les déchets générés par l'activité. Donc là, je vous montre le bilan carbone de notre groupe, donc réparti sur différents scopes, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. On s'est fait accompagner par Carbone 4, qui est un partenaire qui est vraiment dédié à l'analyse de bilan carbone. Donc, il y a 3 scopes à travailler, les scopes 1 et 2 qui sont vraiment l'activité même de l'entreprise, les véhicules, la consommation d'électricité et toutes les consommations de nos usines. Et puis les activités amont et aval, ce qu'on appelle les scopes 3, amont et aval, avec à la fois les déplacements professionnels, l'immobilisation, mais aussi les achats. Et puis sur la partie aval, l'utilisation des produits vendus et la fin de vie, tout ce qui est déchets. Et donc, on regarde, on voit effectivement la répartition en fonction des scopes. On voit que le scope 3 est le scope qui émet le plus d'émissions. Et si on le répartit par item, on voit effectivement que la partie achat de produits et services fait plus de 50% de nos émissions de CO2. Donc, à partir de là, on va pouvoir décortiquer et regarder sur quel poste on va pouvoir avoir une action positive. Donc, pour vous donner une idée de grandeur, on arrive à un peu moins de 380 kg équivalent CO2. Et donc, ça équivaut aux émissions d'une ville de à peu près 45 000 habitants. Donc voilà, si vous le faites personnellement, vous retrouvez à peu près le même système. Et donc ça, c'est une manière collective pour l'entreprise, pour les organisations ou individuellement, effectivement. Et pour aller, parce que là, on travaille des feuilles de route et on va travailler un certain nombre d'actions correctives sur nos usines, etc., qui sont des gros postes, les achats, on l'a vu. Mais tout un chacun, on va pouvoir adopter des éco-comportements que nous, on essaie de mettre en place au sein de l'entreprise. Alors pour beaucoup, c'est des choses qu'ils font déjà personnellement, mais en tous les cas, déployées par chacun de nous pour préserver les écosystèmes existants. Donc c'est ce qu'on dit être éco-responsable. L'éco-citoyenneté, c'est un comportement qu'on doit avoir à la maison, mais aussi sur son lieu de travail pour être vraiment éco-responsable 24 heures sur 24.
Pour l'entreprise ou pour une organisation, c'est vraiment intégrer les préoccupations environnementales au cœur de son activité. Pour le salarié ou le collaborateur, c'est intégrer des gestes simples pour prendre soin de l'environnement et limiter son impact écologique. Globalement, mieux gérer ensemble les ressources nécessaires au bon fonctionnement d'une entreprise. C'est des gestes qui sont simples et qui permettent pas facilement de gagner sur cet impact carbone. Donc, je vous montre simplement la campagne. Chaque fois que nous faisons un éco-geste, nous rendons aussi le monde meilleur, qui est issu de notre ADN et de notre raison d'être. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc l'empreinte carbone moyenne d'un Français, on est un peu moins de 11 tonnes équivalent CO2 par an. Si on veut effectivement se mettre en ligne avec ces accords plus 2 degrés de Paris, il faudrait qu'on divise par 5 à environ nos émissions et notre impact environnemental. Donc là, vous voyez les différents postes, la mobilité, le logement, etc., l'alimentation. Donc on a un gros effort à faire tous, et là on parle du côté individuel, en plus du collectif et d'une organisation ou d'une entreprise, mais individuellement, c'est vraiment important de sensibiliser l'ensemble des individus. Donc, on va essayer de détailler un peu différents postes. Alors, c'est vraiment des choses très basiques, mais c'est des choses que je pense que, voilà, si on arrive à mettre bout à bout tous ces petits éco-comportements, on pourra chacun déjà avancer un petit peu, et c'est ce qu'on appelle l'effet colibri. Chacun a fait sa part. Sur l'éclairage, par exemple, 10 minutes d'éclairage inutile 3 fois par jour, ça équivaut au bout d'un an à 5 jours d'éclairage en continu. Donc vraiment, éteindre les lumières, utiliser des ampoules basse consommation qui consomment moins d'énergie, qui durent plus longtemps, profiter de la lumière naturelle au maximum, privilégier des murs clairs, ça c'est vraiment des choses assez simples à mettre en place. Tous les appareils électriques, éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés, limiter les appareils en veille. On se rend compte qu'un ordinateur en veille utilise encore 20 à 40% de sa consommation en marche, et un photocopieur, quand il est en mode attente, consomme 80% de son énergie. Donc l'idéal, c'est d'installer des multiprises avec des interrupteurs pour vous éviter tous les soirs d'éteindre tous les appareils et de ne pas les laisser en mode veille. Les achats responsables, on en a un petit peu parlé des achats. En tout cas, l'idéal, c'est effectivement d'identifier et de contractualiser votre politique d'achat avec des partenaires qui sont sensibilisés et engagés pour être vraiment dans cette incarnation et cet aspect, on va dire, un trait d'union entre la vie personnelle, la vie professionnelle, etc. Quant au chauffage, effectivement, il faut vraiment adapter le chauffage ou la climatisation à l'utilisation de la pièce, essayer de ne pas faire de grands écarts, rester autour d'une température de 20 à peu près degrés, augmenter la température de 1 degré, par exemple, dans vos enceintes ou dans vos cabinets, c'est consommer 7% d'énergie en plus. Donc c'est vraiment important, et 1 degré, c'est vraiment pas grand-chose. On se rend compte aussi tous les ponts thermiques qu'il peut y avoir autour des fenêtres, et effectivement réduire de 60% la déperdition de chaleur d'une fenêtre grâce à la fermeture des volets des stores est également une bonne idée. Bon, dégager les radiateurs, garder les fenêtres fermées, etc. Juste pour vous dire que depuis 2013, tous les bâtiments, toutes les nouvelles constructions ou les réhabilitations de nos bâtiments sont certifiés HQE, haute qualité environnementale. Derrière cette certification, il y a à la fois une maîtrise et des impacts de l'environnement extérieur, mais aussi tout un environnement adéquat pour le collaborateur, qu'il soit à la fois confortable et sain. Donc, il y a énormément d'items qui sont travaillés, et on ne parle pas que de l'impact du bâtiment en tant que tel, on parle vraiment de la qualité de vie au travail du collaborateur, et ça, c'est extrêmement important, et c'est pris en compte dans cette certification HQE. Sur tout l'aspect bureautique, on se rend compte que les consommations d'énergie du numérique est en hausse de 9% par an. Et adopter un principe de sobriété, ce qu'on appelle la sobriété numérique, ça permettrait de ramener à 1,5% cette croissance par an. Simplement, accéder au site internet par la barre d'adresse, directement taper l'adresse ou des raccourcis pour des sites que vous visitez régulièrement pour limiter vraiment les recherches avec les moteurs de recherche. Travailler avec des moteurs de recherche qui sont éco-responsables. Vous avez Quant, qui est plutôt sur l'aspect de protection de la vie de l'individu et de la protection des données personnelles. Ecosia, par exemple, qui est un moteur de recherche qui a tout un programme de reforestation et qui va compenser le bilan carbone qui est associé à nos recherches.
Éviter de multiplier les destinataires de mails, limiter l'envoi et la taille des pièces jointes. Alors, quelquefois, entre l'envoi d'un mail et l'impression d'une feuille, donc là, je vous ai remis juste l'équivalence. 7 grammes d'équivalent CO2 pour imprimer une feuille A4, 20 grammes d'équivalent CO2 pour envoyer un mail à une personne. Si on multiplie ça par 10 ou par 100 personnes d'une organisation, effectivement, on multiplie ces 20 grammes par autant de personnes. Donc, quelquefois, il vaut mieux finalement imprimer quelques feuilles à mettre dans des espaces dédiés plutôt qu'envoyer un mail à beaucoup de personnes. Tous vos programmes, tous vos onglets ouverts inutilisés, on les limite, on les ferme. Dès que les mails arrivent, vous essayez de les classer, d'éliminer d'entrée tous les spams et on essaie de stocker au maximum les données localement. On se rend compte que la moyenne parcourue par une donnée, la distance moyenne parcourue par une donnée numérique, c'est 15 000 km, que ce soit un mail, une vidéo, etc. Donc effectivement, tout ça fait qu'on essaie de garder au maximum nos données sur nos serveurs à nous, sans forcément aller sur des clouds, etc., où là, on aura des choses qui seront beaucoup plus lourdes en termes d'impact. Quoique là, je vous ai mis aussi l'engagement de Microsoft, qui, eux, effectivement, s'engagent à compenser intégralement l'impact carbone dans le cadre de leur trajectoire plus 1,5 degré, et ils souhaitent arriver à la neutralité carbone d'ici à 2030. Pour vous montrer un petit challenge qu'on a fait en interne, une centaine de participants, 8 collaborateurs qui ont réalisé à peu près 66% de l'impact positif, et cet impact a fait qu'on a économisé 90 tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation électrique de 26 000 ordinateurs portables sur un an, ou de 2300 allers-retours entre Toulouse et Castres, par exemple. Sur l'eau, sachez qu'une fuite d'eau, goutte à goutte, toute petite fuite d'eau, ça représente 4 litres par heure, soit 35 mètres cubes par an. Donc, identifier les fuites d'eau, c'est vraiment quelque chose d'important. On l'a fait sur un certain nombre de bâtiments et on a vu l'économie qu'on pouvait réaliser. Donc après, effectivement, il y a les chasses d'eau, les doubles chasses d'eau, les mitigeurs thermostatiques, les réducteurs de débit, récupérer l'eau de pluie aussi pour arroser. Et ne pas laisser l'eau couler. Bon, ça, c'est des principes qu'on entend bien partout, mais simplement avoir en tête que 3 minutes de robinet ouvert, l'équivalent du temps d'un brossage de dents, par exemple, c'est 12 bouteilles d'1,5 litre. On ne se rend pas compte comme ça, mais quand on le voit, ça fait quand même beaucoup. Sur les déchets, sachez que environ 16% des impressions ne sont jamais lues. Un collaborateur français, en moyenne par an, va au bureau produire 130 kilos de déchets en moyenne. Donc, on a aussi là un impact à avoir, notamment sur l'impression, favoriser l'impression recto-verso en gris, en mode brouillon, etc. Utiliser du papier recyclé de façon privilégiée, des poubelles de tri sélectif, et puis toutes les parutions papier qui vous intéressent moins, vous vous désabonnez. L'importance aussi d'utiliser des mugs, des tasses ou de la vaisselle qui est réutilisable par rapport à de la vaisselle jetable ou à des gobelets plastiques ou des bouteilles en plastique, puisqu'on voit bien que le taux de recyclage aujourd'hui n'est pas encore de 100%. On est à 61% de taux de recyclage à la fois des canettes et des bouteilles plastiques. Pour vous donner un exemple, on a travaillé sur tout le parc d'impression. Donc jusqu'à 2014, chacun avait sa petite imprimante personnelle. Et depuis 2014, donc on a supprimé ces imprimantes pour avoir un réseau partagé. Donc on a diminué vraiment le parc. Ça permet déjà de paramétrer par défaut en recto verso, en impression noire, etc. Toutes les files d'attente, tous les documents qui n'ont pas été imprimés après 24 heures sont supprimés de cette file d'attente. On va collecter le papier pour le recycler. On reverse à la Fondation Pierre Fabre 1 € par cartouche récupérée. Et tout ce parc, en fin de contrat, sera recyclé ou réutilisé. Et quand on arrive en fin de contrat, effectivement, l'idéal, c'est de repartir avec des acheteurs qui sont engagés. Donc, pour vous montrer la réduction, donc depuis cette réorganisation du parc des imprimantes, donc depuis 2015, on a réduit de 37% la consommation de papier. Et en équivalence arbres, on est passé d'une consommation de 2600 arbres à peu près à un peu plus de 1600. Donc, on a réduit de 1000 arbres environ depuis 2015.
Demain, donc, comme je disais, donc, choisir des partenaires éco-responsables avec un programme écologique, travailler de nouvelles options, proposer du papier recyclé. Et ce qui est important et que j'ai appris, c'est qu'on a un certain nombre de typologies de polices qui consomment moins d'encre que d'autres. Donc là, je vous ai mis les typologies qui consommaient le moins d'encre. Sur la qualité de l'air, donc aérer, bon ça c'est des choses qu'on voit aussi, aérer, nettoyer toutes les extractions d'air, éviter les produits de synthèse. Et puis pour vous, en tant que soignant, vous avez aussi un rôle à jouer, en plus de votre fabuleux métier de soignant et d'accompagnant du patient. C'est aussi de les sensibiliser à toute cette démarche-là, si vous en êtes convaincu, et j'espère que vous l'êtes, puisqu'à titre personnel, on doit l'être maintenant, on n'a vraiment plus le choix, et d'essayer d'accompagner les patients aussi sur, par exemple, limiter le stockage de médicaments, limiter aussi dans la prescription. Alors je sais que vous êtes sur des spécialités, vous n'êtes pas sur des médecins généralistes, mais voilà, tout ça c'est des choses qui sont importantes, et montrer aussi aux patients qu'il faut qu'il aille en pharmacie pour ramener ses médicaments, parce qu'il y a un traitement spécifique de ces déchets qui sont faits. Le mode de transport. Voilà, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en moyenne, un employé émet chaque année 1,5 tonne de CO2 pour ses trajets domicile-travail. Donc là aussi, réfléchir à un autre mode de transport. Donc voilà, tout un chacun, on a aussi un rôle pédagogique de sensibilisation. Toute organisation doit participer à ça. Juste un petit aparté sur ce télétravail de la première période Covid qu'on a eue sur cette semaine. On s'est rendu compte que ça avait permis au groupe de diminuer de 1000 tonnes équivalent CO2 sa consommation, son impact, ce qui fait environ une empreinte carbone annuelle de 88 Français, et ça c'est sans tenir compte des déplacements professionnels. Donc là encore, de gros enjeux. Et pour aller un peu plus loin, sachez qu'on réfléchit aussi, alors c'est des démarches qui sont engagées depuis un certain nombre d'années sur certains sites, et puis l'international est déjà bien embarqué là-dedans aussi. C'est des idées, des initiatives de potagers partagés, par exemple, d'installation de ruches, puisqu'on sait que les abeilles ont un rôle très important à jouer dans la protection de notre biodiversité. Installer des nichoirs à abeilles sédentaires, et puis des refuges LPO. LPO, donc c'est la Ligue pour la protection des oiseaux. On peut demander à certifier un certain nombre de sites en fonction de là où vous êtes. Et donc il y a un cahier des charges à suivre pour être vraiment dans cette conservation et cette protection de la biodiversité. Voilà, pour aller un peu plus loin sur les éco-comportements. J'espère que ça vous a donné envie de continuer, d'aller un peu plus loin et d'être sensibilisé à ces aspects-là. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette discussion, on va dire, sur un sujet vraiment d'actualité, pour lequel je ne me mets pas du tout en tant qu'expert, mais plutôt qu'en tant que personne intéressée et j'aimerais volontiers dire responsable. L'urologue de demain doit penser à la planète également. Donc, qu'en est-il? Quelles sont les informations qu'on peut glaner, et comment peut-on agir? Parce que c'est, je pense, le maître mot. Il est plus question de voir passer les informations, il faut agir. Alors, je vais vous parler de ce que j'ai pu apprendre moi personnellement sur ce sujet, donc le développement durable en général, quelques dates et chiffres marquants, parce que je pense que ce qui est important, c'est de réaliser un petit peu ce qui se passe. Pourquoi c'est important d'en parler au sein d'un établissement hospitalier, et notamment pour nous au bloc opératoire. Comment on peut en faire l'état des lieux, et quelles sont les mesures qu'on peut prendre au quotidien en tant qu'individu, en tant qu'établissement et équipe médico-chirurgicale, et en tant que société savante, puisque l'AFU s'intéresse également, comme vous le verrez, à ce sujet, et a mis en place un groupe de réflexion. Et puis s'inspirer de l'existant, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont déjà beaucoup travaillé sur le sujet et qui ont développé pas mal de choses, et puis essayer de s'inspirer de ça pour protéger le futur et j'espère inspirer les autres.
Alors, quelques dates clés, je vais passer rapidement, c'est de l'histoire, mais c'est important. D'abord, le terme développement durable a été, on va dire, défini par le Premier ministre norvégien, Madame Brundtland, qui a défini ça comme, vous voyez, en 87, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Il ne faut pas qu'on fasse payer à nos enfants le prix de nos excès actuels. En 92, sommet de la Terre à Rio, donc c'est les Nations Unies qui réunissent les différents pays qui officialisent cette notion de développement durable et qui donc base cette définition sur les 3 piliers qui ont déjà été évoqués, l'économie, l'écologie et le social. Et ces 3 piliers donc doivent être travaillés en parallèle pour supporter le développement durable. Donc vous voyez, quelques années plus tard, 2011, donc c'est le fameux protocole de Kyoto, là c'est 191 pays qui vont se réunir et qui vont s'engager pour diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre pour protéger notre Terre et l'environnement d'ici 2050. Donc un projet très ambitieux avec des étapes. La première étape, c'est aujourd'hui. On devrait en 2020 avoir enregistré une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre. On en est loin, même si on l'a vu, quelques entreprises travaillent ardemment sur le sujet, et de 40% en 2030. Donc ça, c'est les vœux pieux. La réalité est malheureusement assez loin de ça. Donc la France, bien sûr, s'est investie dans ces projets-là, avec notamment la mise en place d'une stratégie nationale de transition énergétique vers un développement durable, donc une volonté de la part de la France d'être parmi les leaders. Donc en 2015, on a vu la COP 21, donc 17 objectifs de développement durable avec 169 cibles dont on vous a déjà parlé. Je dirais que le message là, c'est que c'est chaque pays, c'est chaque établissement ou groupement de travailleurs, la société civile et puis chaque personne. Donc c'est vraiment à chacun d'entre nous de faire sa part des choses. Alors comment mesurer, on en a parlé, l'empreinte écologique ou l'empreinte carbone, juste pour donner quelques notions qui sont pas forcément connues de tout le monde. Donc c'est une mesure pour essayer de voir quelle est donc l'empreinte écologique, ça se définit ou ça s'évalue donc selon la surface productive de production nécessaire à une population pour sa consommation, mais également pour l'élimination de ses déchets. Donc c'est un élément qu'on va pas forcément inventer, ça se calcule. Il y a des logiciels et des sites qui sont faits exprès pour ça. Pour vous donner un ordre d'idée, vous voyez un individu, donc l'empreinte écologique d'un individu, ça dépend du pays où il vit et de son mode de vie. Vous voyez, un Européen, il aurait un besoin de l'équivalent de 10 terrains de foot, donc 5 hectares environ. C'est le double aux États-Unis. Et on estime qu'un habitant moyen de la Terre, il n'aurait besoin que de 5 terrains de foot. Donc c'est pour donner un peu une idée de notre consommation en fonction du lieu et du pays où on travaille, où on vit. Alors, quel est l'impact carbone ou l'empreinte écologique des hôpitaux? C'est vraiment la question au centre de cette présentation. Alors en fait, on s'aperçoit que elle a été calculée par très peu d'hôpitaux. Il y a quelques données dans la littérature, beaucoup au Canada. Donc vous voyez 2 exemples à Vancouver, le Lionsgate Hospital. Donc il a estimé que son empreinte écologique, ça représentait 719 fois sa superficie, et à London en Ontario, 384 fois sa superficie nécessaire pour sa consommation et l'élimination de ses déchets. Donc pareil, l'évaluation des consommations et des déchets des hôpitaux en 2008 au Canada. Donc l'ensemble des hôpitaux canadiens, 1,46% des gaz à effet de serre liés à l'activité des hôpitaux, 1% des déchets solides du pays. Vous voyez qu'aux États-Unis c'est bien pire, c'est 7 à 8 fois plus important. Donc les hôpitaux américains généraient 8% des gaz à effet de serre à peu près la même période, avec des déchets énormes. Donc les plus productifs en déchets après l'industrie alimentaire. Donc les hôpitaux ont un impact majeur.
on a une publication que j'ai trouvée intéressante puisque elle évalue l'empreinte carbone d'un service de chirurgie, donc service et bloc opératoire, dans 3 pays différents, donc 3 établissements qui ont à peu près le même volume, au Canada, à Vancouver, aux États-Unis et en Angleterre. Donc ces 3 hôpitaux, ils ont calculé les empreintes carbone annuelles de chacun des hôpitaux et vous voyez qu'il y a des différences assez importantes, pratiquement du simple au double, en fonction de l'hôpital pour à peu près les mêmes activités. Quand on rapporte ça au volume d'actes chirurgicaux, vous voyez qu'à Vancouver, ils ont la plus faible intensité carbone par intervention comparé aux États-Unis. Et là encore, on n'est pas loin du simple au double. Ce qui est intéressant et ce que j'ai retenu de cette publication, c'est que l'émission de gaz à effet de serre est essentiellement liée à l'émission des gaz anesthésiques et à la consommation d'énergie du bloc opératoire. Et on y reviendra, l'utilisation de desfurane est une catastrophe pour les gaz à effet de serre, puisque ça multiplie par 10 les émissions de gaz à effet de serre et ça reste dans l'air pendant très longtemps. Donc c'est vraiment cette utilisation de desfurane et l'utilisation de l'énergie qui a fait la différence d'impact carbone entre ces 3 établissements. On sait déjà que les salles d'opération sont utilisent énormément d'énergie, elles sont 3 à 6 fois plus consommatrices en énergie que tout le reste de l'hôpital, et c'est essentiellement lié au fait que du surchauffage, de la ventilation et des besoins en air conditionné des salles d'intervention. Donc le constat, c'est que tous les efforts des hôpitaux pour améliorer la santé de la population, eh bien, ça contribue négativement à la santé de notre écosystème. Donc on fait du bien à la population et on fait pas du bien à notre planète. Et donc la World Health Organization en 2009 a déclaré qu'il fallait faire notre travail et qu'on avait la responsabilité de prodiguer des soins de santé de manière plus durable. Alors comment faire? Donc quelle démarche de développement durable on peut envisager au sein d'un établissement de santé? C'est une énorme machine. Eh bien, il faut le faire par les différents points qui ont déjà un petit peu été évoqués sur le plan de l'entreprise, par les laboratoires Pierre Fabre, qui, je dois le dire, sont assez impressionnants en termes d'efficacité sur ce versant-là. Donc la gestion des déchets, les économies d'eau et d'énergie, la réduction des effets à effet de serre, les achats responsables, les transports, l'éco-construction, l'éco-conception des soins. On va revoir assez rapidement tout ça, et la santé de vie et la qualité de travail qui fait partie aussi donc dans le social, l'économique et l'écologique du développement durable. Alors il est intéressant, si vous avez l'occasion ou si vous pouvez trouver ces informations, de faire l'état des lieux de vos établissements. Donc, par exemple, au CHU de Bordeaux, ça a été un petit peu étudié. Vous avez un peu les consommations énergétiques, c'est des chiffres qui datent d'à peu près une dizaine d'années. Donc, vous voyez 180 millions de kilowattheures par an. À quoi ça correspond? Ça correspond à une consommation énergétique d'une ville de 26 000 habitants. Pour donner un ordre d'idée, 60 millions de kilomètres par an réalisés par l'hôpital et le transport des malades et du personnel, 4 fois le tour du monde par jour. 700 millions de litres d'eau par an, ça équivaut donc d'utilisation d'eau, ça équivaut à 5 bassins de piscine olympique par semaine. Utilisation d'eau par l'hôpital, 15 tonnes de déchets par jour, le poids de 3 éléphants par jour. Bon, alors quand on rentre dans le détail, voilà par exemple les déchets qui ont été analysés sur un jour en 2018 aussi. Donc les déchets d'ordures ménagères dont on va reparler, donc ça représente 10 000 sacs noirs, vous savez, de poubelles, 9,3 tonnes. Les dasseries qui sont les déchets avec un risque infectieux, donc les poubelles jaunes, les sacs jaunes, donc 2734 sacs jaunes pour une journée à Bordeaux, 3,3 tonnes en poids à éliminer, plus tout le reste, donc papier carton, 1,6 tonnes, du bois, des déchets chimiques, des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ça a été estimé à peu près sur ce type de chiffre à un coût d'élimination des déchets de 5 800 € par jour. Ça ne prend pas en compte, bien sûr, le coût écologique de l'élimination de ces déchets.
Alors donc, on a manifestement du travail à faire parce que bon voilà, le bloc opératoire en particulier est très générateur de consommation d'énergie et de déchets, pratiquement 30% des déchets de tout l'hôpital sur un volume du bloc opératoire bien limité par rapport au réseau de l'hôpital. Alors, comment faire? Donc il y a eu des initiatives et des réflexions qui ont été faites. Ça, c'est encore une publication canadienne qui a fait un petit peu office de, on va dire de réflexion initiale sur comment améliorer l'utilisation d'un bloc opératoire et diminuer nos consommations diverses et nos déchets. Ils ont traduit ça par les 5 R au bloc opératoire pour réduire, réutiliser, recycler, repenser, rechercher. Et on va regarder assez rapidement ces différents moyens d'action au bloc opératoire. Donc sur le tri des déchets, c'est en général la première des attitudes qu'on va mettre en place au bloc opératoire. Idéalement, le pourcentage de déchets devrait être 80% des déchets à ordures ménagères et 15 à 20% de déchets à risque. C'est important pourquoi? Eh bien parce qu'on ne traite pas les déchets de la même façon. Les ordures ménagères, ça s'incinère à 800 degrés. Ça a un coût par d'élimination par tonne de 120 à 250 € suivant les établissements. Et ça va créer, vous voyez, un peu plus de 300 kilos d'équivalent carbone, d'équivalent CO2 à l'incinération. Quand vous regardez les déchets à risque infectieux, ils nécessitent une énergie plus importante pour être éliminés, avec un coût qui est, vous voyez, de 700 à 900 € par tonne, et surtout une émission de kilos d'équivalent CO2 qui est 3 fois celle des ordures ménagères. On estime que 50 à 85% des déchets qui sont dans les poches jaunes devraient être dans les poches noires. Donc, on fait une mauvaise sélection des tris dans 50 à 85% des cas. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'on n'est pas bien informé, parce qu'on ne sait pas. Quand vous regardez les textes nationaux et donc voilà par exemple le livret du ministère des Affaires sociales et de la Santé sur le guide justement de ces déchets, de l'élimination des déchets, ils sont très bien décrits. Le problème, c'est dans les textes. Donc, vous voyez, je vous ai mis juste pour montrer l'ambiguïté des textes, c'est que donc ces fameux DASRI à risque infectieux, comment on les définit? Parce qu'ils contiennent des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu'en raison de leur nature, de leur quantité, de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres organismes vivants. Donc c'est complètement flou comme définition bien entendu, et ça laisse l'ouverture à toutes les interprétations possibles, ce qui explique les différences majeures qu'on va voir entre les établissements de santé qui font un petit peu chacun de son côté en fonction de ce qu'a dit les gens qui s'occupent de ce risque infectieux dans les établissements. Donc il n'y a pas de standardisation claire. Pour vous donner un exemple, on est parti sur Bordeaux sur des fiches informatives pour essayer d'aider les gens à faire du tri intéressant et durable, on va dire. Et on a changé après des discussions avec l'ensemble des partenaires sur l'hôpital pour essayer de donner des définitions un petit peu plus précises sur ce qu'on va mettre dans les poches jaunes par rapport aux poches noires. On a considéré que souiller, ça voulait rien dire. La moindre petite compresse avec un petit peu de sang, ça n'a pas besoin d'être dans le jaune, ça va dans le noir. L'ensemble de toutes les tenues du bloc opératoire, quand elles sont souillées modérément, ça part dans les ordures ménagères, ça n'a pas besoin d'être dans le jaune. Et on a, vous voyez, pour simplifier les choses, marqué souillé par du pu ou non, pour mettre dans les poches jaunes ce qui vraiment nécessitait de l'être. En faisant ça, vous voyez que sur 8 ans, on a pu diminuer sur Bordeaux de 50% le volume des déchets à risque infectieux. Ça équivaut à une économie de 500 000 € sur 8 ans. Et puis, ça passe par une formation des gens. Donc, il faut vraiment former l'ensemble du personnel, de l'aide-soignant, l'infirmière, au secrétaire, et les médecins, bien entendu,
Il y a plein de choses qu'on peut faire localement pour limiter ce tri inapproprié, par exemple, ne mettant pas la poche jaune ouverte en permanence pour limiter la facilité de jeter tout ce qu'on veut là-dedans. Alors, il y a plein d'autres réductions à faire sur les boîtes à aiguilles qui sont elles aussi traitées en dasserie, donc incinérées comme on l'a vu. Les conteneurs réutilisables peuvent faire des économies. Les déchets liquides, c'est important pour l'urologie. On a des déchets liquides très volumineux. Pour vous donner un exemple qui fait un peu qui donne des frissons, c'est que sur Bordeaux, par exemple, au CHU, les déchets liquides sont mis dans des conteneurs spécifiques et traités en dasserie. Donc vous imaginez l'énergie nécessaire pour brûler 12 tonnes par mois de liquide en incinération. Et puis il y a tous les autres gestes qui semblent minimes mais qui sont très importants. On en a parlé. Donc les salles inoccupées. Dans un bloc opératoire, ça a été estimé à 40% du cas, donc du temps. Donc les salles qui ne tournent pas la nuit, il faut réduire la ventilation ou l'arrêter. Ça va permettre de 60% d'économie d'énergie. Ça nécessite juste l'installation électrique qui permet de le faire automatiquement pour éviter d'oublier de faire ça. La mise en place de LED à la place des ampoules habituelles, ça va réduire jusqu'à 50% la charge d'énergie. Donc globalement, c'est des choses qui sont assez simples à faire et qui peuvent vraiment transformer les choses. La réduction du matériel non consommé. Il y a un énorme gaspillage d'instruments ou de produits pharmaceutiques ouverts non consommés. Ça, c'est une étude qui a été faite sur le plan anesthésie. Donc, vous voyez, en fonction des chirurgies mineures ou majeures, c'est le nombre de produits qui ont été ouverts non utilisés, 43% de produits pharmaceutiques. Donc, c'est toutes les seringues prêtes à injecter au cas où et qui sont jamais utilisées, qui sont jetées, et le matériel ouvert et non utilisé. C'est un coût estimé dans cette étude uniquement sur le versant anesthésique à 27 000 € par an. Tout le recyclage, donc comme on l'a dit, le faire à la maison, il faut aussi le faire au travail. On sait que 80% des déchets solides qu'on va générer au bloc opératoire arrivent avant l'entrée en salle d'opération. C'est essentiellement tout ce qui est emballage de tous les produits qu'on peut avoir, que ce soit emballage en carton ou en plastique. Donc recyclage, c'est facile à faire à la maison, ça peut être aussi facile à faire au travail, tout ce qui est verre, et puis tout ce qui est ce qu'on pense pas et qui est éliminé en dasserie également, toutes les pinces mécaniques, tous les laryngoscopes à usage unique, etc. Vous voyez, dans ce travail au CHU de Rennes, ils ont été capables en 2 mois de faire un recyclage de 25 kg d'inox juste sur les pinces automatiques, 3 kg d'aluminium sur les enveloppes de film. Alors, on l'a dit tout à l'heure, le danger d'utiliser des gaz anesthésiques, ça a été très bien. Il y a plusieurs publications qui ont bien montré que le desflurane en particulier et l'oxyde nitrique, le NO2, le N2O, le NO2, oui, sont des produits très très toxiques pour le gaz à effet de serre. Donc vous voyez, le desflurane, c'est 10 fois, ça a une durée de vie 10 fois plus importante que d'autres gaz anesthésiques, et surtout que ça a un potentiel de destruction des gaz à effet de serre des chiffres faramineux. L'utilisation en moyenne par un anesthésiste de ces produits-là sur une journée, ça peut équivaloir à 1000 km en voiture. Donc il y a vraiment une prise en compte de plus en plus de ce phénomène qui n'était pas très bien connu avant. Et il y a maintenant, comme ici en pédiatrie à Bordeaux, des blocs qui sont gaz-free, donc on enlève complètement les gaz anesthésiques. Au sein de l'établissement santé, je vais passer rapidement, il y a plein de choses qui peuvent être et qui doivent être faites. Par exemple, au CHU à Pellegrin, au Tripode où je travaille, toute la chaudière a été remplacée par une chaudière de biomasse au bois des Landes. Donc
Il faut penser également dans les rénovations et dans la construction des nouveaux bâtiments à faire une rénovation énergétique avec des certifications ISO qui vont aider donc sur le cahier des charges. Tout ce qui est mobilité, covoiturage dont on a déjà parlé. Et puis un élément qui me semble capital, c'est qu'à l'hôpital, il y a énormément d'employés, mais il y a également énormément de patients et de familles de patients. C'est vraiment un endroit où on peut avoir un impact d'information majeur pour une grande partie de la population. Donc si on fait ça et si on le fait bien, ça va, j'espère, générer une prise de conscience des gens qui viennent nous voir, qui passent par l'hôpital et qui peuvent prendre exemple sur ce qui est fait, sur ce qu'on fait. Alors, comme je vous le disais, il y a également une prise en compte et importante des sociétés savantes. Donc, l'AFU a monté une commission de développement durable. Donc, vous avez les membres ici. La SFAR, donc la société française d'anesthésie et réanimation, a fait un énorme travail avec une publication très très intéressante que je vous conseille d'aller voir sur justement le développement durable au bloc opératoire. Donc un bloc opératoire plus vert, c'est possible, c'est facilement implantable, il faut juste des bonnes volontés, s'il y a très peu d'investissement, juste essentiellement de l'information et de la formation, ça donne des résultats qui sont rapidement quantifiables et ça génère des économies importantes. Donc il faut vraiment s'y mettre, il est temps de s'y mettre, vous verrez que ça fera du bien, ça vous fera du bien à vous, à votre équipe, à la planète, et puis ça fait du bien parce que vous vous apercevrez que quand vous commencerez à parler de ces choses-là, à essayer de monter les choses, il y a une vraie volonté de l'ensemble des gens qui travaillent avec vous qui sera intéressé. Donc il faut s'inspirer de ce qui existe, de gros travail qui a été fait. Je vous ai parlé de la SFAR, c'est ce guide pratique ici. La CD2S, c'est le comité développement durable santé qui fait d'excellents fascicules d'informations sur toutes les actions qui sont en cours en France et à l'étranger. C'est très inspirant. Vous vous apercevrez qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées intéressantes et que ça se met en pratique assez facilement. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Je dirais presque, c'est juste un début, une information, qui j'espère se suivra par une formation. Donc, on est en train de réfléchir au sein de l'AFU à faire des livrets d'informations et d'aide pour monter dans chaque établissement cliniques, hôpitaux, mais également dans les cabinets de consultation, ce type d'approche qui, encore une fois, n'est pas très compliqué à faire et peut vraiment changer les choses. Merci beaucoup pour votre attention.